Dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo sur les formulaires. Alors ici on va voir les boutons radio, on va voir les cases à cocher, on va voir les menus déroulants à choix simple, unique et les menus déroulants à choix multiples. Et puis évidemment derrière on verra pour pouvoir les manipuler, les récupérer côté JavaScript. Allez, c'est parti. Donc on va conserver les mêmes structures que habituellement. Donc là ici on va mettre en place une paire de balises main, et dedans on va mettre un heading de niveau 1 et on va écrire checkbox, radio et select, donc des classiques des formulaires. Bon, on va commencer ici par radio. Donc c'est les boutons radio, c'est des petits ronds, et la particularité d'un bouton radio, c'est que c'est un choix unique. On ne peut pas avoir deux réponses, on ne peut en avoir qu'une seule. Alors pour mettre tout ça en place, on va commencer par mettre en place notre paire de balises forme avec une action qui se passera au sein de notre page. Et puis une méthode, donc on va indiquer comme étant la méthode post. Maintenant on sait à quoi ça correspond. Si vous ne savez pas, allez voir la première vidéo de cette série. Bon, alors maintenant on va, donc j'ai dit, on va mettre en place, alors je vais faire un petit commentaire, voilà, et je vais même faire ça, pourquoi pas, hop, ça peut être joli, voilà, et voilà, histoire d'avoir un petit commentaire sympa, et surtout très visible, en fait, très visuel, dans notre source, voilà, et ici je vais dire radio, et les radios c'est choix unique, c'est ça qui est important, de bien se rappeler, c'est ça, un bouton radio, c'est un choix unique. Alors ici, on va pas faire comme l'autre fois avec les divs form group. Ici, on va mettre en place ce qu'on appelle un field set. Et s'il y a un field set, il y a forcément une légende pour la titrer. Alors pourquoi je fais ça ? Alors je reviens, parce qu'il ne me l'a pas pris en compte évidemment, donc je recommence, légende. Ensuite je vais vous dire pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça ? Parce que au niveau sémantique, alors peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, hein, sémantique, je monte un peu de niveau, peut-être qu'il y a des gens qui ont un petit peu de niveau, donc en fait, le HTML sémantique c'est de la structuration de code et ça a une importance phénoménale. C'est comme ça qu'on voit des codeurs qui sont débutants puis des codeurs qui sont très très avancés. En fait, le HTML sémantique permet, quand c'est bien fait, de taper dans l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est tout ce qui est normes RGA, etc. Sans grands efforts en fait. Et puis surtout le SEO. Parce que si vous avez un super HTML sémantique, je peux vous garantir que Google, c'est là aujourd'hui, on est en plein dedans, et bien plus le temps va passer et plus la sélection des sites web va se faire par la sémantique. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, regardez, en bas de cette description, il y a un lien qui mène sur une formation qui est en cours, au moment en tout cas où je fais cet enregistrement. Une formation qui est en cours que je fais sur le HTML, sur le front-end avancé. Voilà, donc on parle de sémantique. Bon, alors notre field set, on va lui donner une classe, pourquoi pas. Je suis pas obligé, mais je vais lui donner une classe et je vais l'appeler field set group. Voilà, je vais récupérer ça, groupe. Voilà. Bon, la légende nous permet de titrer cette zone fil 7. Et ici, je vais écrire votre niveau en HTML. Voilà. Donc, c'est comme si c'était une question qui était posée. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, en fait, quand on a comme ça un groupe de boutons radio, puisque là, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir différentes réponses. On peut avoir un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau avancé. Donc, mais ce que j'ai dit, c'est un choix unique. Pour regrouper le tout
de manière sémantique, c'est-à-dire les 3 boutons radio, débutant, intermédiaire et avancé, c'est pour ça qu'on le réunit à l'intérieur d'un feedset, comme ça. Les robots qui viennent scanner la page comprennent. Voilà. Donc là, ici, on va faire une boîte div et on va enfermer nos différents choix. Donc là, ici, on va lui donner une classe choice avec un S et ensuite, on va faire une boîte div choice sans S parce que elle va contenir le bouton radio. Donc pour faire un bouton radio, c'est tout simple, c'est un input de type radio. Voilà. Si je fais ça, CTRL S, voilà ce qu'on a. Et vous voyez, si je le check, ça fait ça. Bon. Alors là, comme il y a quelques attributs qu'on va mettre en place pour le bouton radio, voilà. Donc du coup, ce que je propose, c'est que nous mettions nos attributs l'un en dessous de l'autre. Comme ça, ça sera mieux. Alors ici, j'ai pas encore mis le label. Le label, je le mets pas avant, je le mets après. D'accord? Après, c'est un choix, mais ça revient au même et il nous faut un label. C'est ce qu'on avait vu avec les inputs. Pour les radios, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et ici, on va l'appeler niveau débutant. Et ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Ah oui, on va écrire débutant. CTRL S. Et vous voyez, ça fait ça. Et ensuite, si on veut mettre en relation notre label avec notre bouton radio, bien ici, dans l'ID, on va lui donner la valeur niveau débutant. Ensuite, ce qui est important, ici, l'attribut name n'aura pas cette valeur. L'attribut name, il aura une autre valeur, par exemple la valeur niveau. Et en fin de compte, tous les boutons radio qu'on va faire auront le même attribut name avec la même valeur. Ce qui permettra de pouvoir regrouper la réponse, tout simplement. Vous allez voir après comment ça fonctionne quand on fera avec le JavaScript. Et ensuite, il va falloir que, justement, parce que je vous parle du JavaScript, il va falloir savoir quel bouton radio aura été checké par l'utilisateur et donc on va récupérer la value. Et ici, la value, ça sera débutant. Voilà. CTRL S. Donc ça, c'est vu. Donc là, j'ai un bouton radio. Maintenant, si j'en veux un deuxième, je vais prendre ici ma boîte div qui a la classe choice et je vais la dupliquer. Ok, donc là, j'ai une deuxième boîte div. Et ici, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est de mettre en place le niveau intermédiaire. D'accord? Donc là, ici, label fort, on va dire niveau tiré intermédiaire. Et donc, du coup, on le met en relation avec ce bouton radio qui aura ID niveau intermédiaire. Value, ça sera intermédiaire. Qu'est-ce que j'ai dit pour le name? Il reste à la valeur niveau. CTRL S, voilà à quoi ça ressemble. Et quand j'ai dit c'est un choix unique, si je check débutant, où je me dis non, finalement je suis peut-être intermédiaire, et si je check intermédiaire, du coup le débutant est déchecké et inversement. D'accord? Et je vais mettre en place une troisième possibilité. Donc pareil, on va dupliquer notre boîte div qui a la classe choice. Et ici, on va dire avancer. Avancer. Donc là, ici, label fort, niveau, avancé. On le met en relation avec le input radio. Donc là, ici, ça sera un niveau avancé. Le name, on le laisse à niveau. Et ici, la value, ça sera avancé. CTRL S, et voilà, ici, nous venons tout simplement de créer nos 3 boutons radio. Allez, maintenant, on va passer au CSS. Il va y avoir des petites choses quand même assez intéressantes au niveau de notre CSS. Alors, pareil, on va mettre en place nos petits commentaires, d'accord? On change pas une équipe qui gagne. C'est très bien de faire des commentaires. Voilà, on en a déjà parlé. Donc ici, je vais faire comme ça. Là, il n'est pas content tout simplement parce que il reste ici un commentaire. Voilà, je vais rajouter. Voilà. Bon. Donc, on fait quoi ici?
on fait reset et base. Ok. Reset, comme on a vu jusqu'à maintenant, on va chercher notre sélecteur universel. Lorsqu'il a le pseudo-élément after, lorsqu'il a le pseudo-élément before, voilà, on neutralise tout. Les marges, on les passe à 0. Il faut peut-être que j'appuie sur M, donc margin à 0, padding à 0, et le box sizing en border box. Je n'explique plus maintenant ce que ça veut dire. Bon, ça c'est vu. Ok. Maintenant, la base. Donc la base, on va partir de notre sélecteur le plus haut, on va aller chercher notre body. Alors, on va lui donner une hauteur max 8 de 100 VH, 100 unités d'écran. Voilà. On peut lui donner un background color. Alors, en termes de couleur, on va choisir du F0, F2, F5. CTRL S, voilà. Et puis, pour la couleur de notre texte, on va aller choisir du 1A, 1A, 1A. Ok. Bon, ça c'est la base de notre setup. On peut aussi mettre des marges intérieures, parce que du coup on est calé en haut. Hein. Donc là ici, haut et bas, on va faire 2 rem, et droite et gauche, on va mettre un rem. Ok. Bon. S'il nous reste encore un petit truc que j'ai pas fait, c'est la police. On va faire un font family et on va dire sans serif. Comme ça, on est tranquille. Bien. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors maintenant, on va s'intéresser. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh ben, notre sélecteur suivant, c'est le main. Donc, on y va. On va récupérer notre petit commentaire et on va aller ici déclarer le CSS du main. Donc là, ici, c'est parti. Alors, je vais remonter un petit peu quand même. On va chercher notre sélecteur main. On va lui dire background color. Bah, toi, tu auras un fond blanc. Border radius, on va arrondir les bords de 12 pixels, histoire que ce soit moins sec, voilà. On va lui donner un width à 100%, donc il va occuper 100% de l'espace qui lui est alloué, sauf qu'on va lui quand même le restreindre et lui dire, mais par contre, ton maximum, ça sera 540 pixels. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors ça serait bien s'il était centré, notre truc. Donc on va aller chercher la propriété margin. Alors haut et bas, on va caler à 0. Par contre, sur les côtés en auto, et donc voilà, ici on se retrouve avec un main qui est bien centré sur notre page. On va mettre un padding de 2 rem, histoire, voilà, que ça respire. À l'intérieur, c'était un peu trop engoncé, et puis on va mettre une ombre, un petit box shadow, une ombre portée, donc 0 sur les côtés, haut et bas, on va dire 2 pixels, l'intensité 16 et la couleur RGBA, voilà, donc on va tout mettre à 0, donc du noir, et l'intensité, on va la mettre à 0,1, et voilà tout de suite à quoi ça ressemble. Bien, on s'attaque à l'élément suivant, c'est le heading 1, donc le titre de niveau 1. Allons-y, on va aller chercher notre titre de niveau 1. Alors lui, on va lui donner un font size de 1.5 rem, voilà. On va lui donner un empattement à 600 et une marge basse, histoire de désolidariser du reste, à 1.5 rem. Voilà maintenant à quoi ça ressemble. Bon, passons à présent à notre formulaire. Donc là ici pareil, on va récupérer petit commentaire et on va déclarer ici le formulaire. Vous avez vu, hein, c'est vrai que c'est quand même sympa parce que là visuellement on se retrouve quand même très bien. Donc on va aller chercher notre sélecteur forme. Voilà, c'est lui qui est notre formulaire. Alors pour l'instant on n'a que un seul élément, alors c'est pas une div, c'est un fil set, mais peu importe, mais on en aura d'autres, donc du coup ils vont être tous l'un contre l'autre, il n'y aura pas de gouttière, donc on va en créer une. Donc du coup de notre formulaire on va en faire un conteneur à qui on va donner le display flex, voilà. Et si on veut, alors du coup vous avez vu, hein,
tac, ça il faut tout de suite comprendre les comportements par défaut des Flexbox. Maintenant, l'enfant, c'est le fil 7, et du coup, il a pour largeur ce qu'il contient. Ça, c'est une conséquence. Et puis, du coup, s'il y en avait un autre fil 7, il serait l'un à côté de l'autre. Et nous, on voudra tout mettre l'un en dessous de l'autre, donc on va les modifier la direction. Par défaut, elle est en ligne, et nous, on va la passer en colonne. Et donc, du coup, pouf, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé la largeur. Oui, parce que ça aussi, c'est un comportement, c'est une valeur par défaut. En fait, là, du coup, le fait d'avoir dit flex direction column, l'axe primaire devient l'axe vertical, l'axe secondaire devient l'axe DX, et par défaut, sur un axe secondaire, les valeurs sont en stretch, c'est-à-dire qu'elles occupent 100% de l'espace qui leur est alloué. Ça, c'est des compétences. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Gapper. Est-ce que si j'ai fait ça, je dis, oui, il faut qu'on fasse un gap. Donc, on va faire une petite gouttière de 1.5 rem. Pour l'instant, on voit rien, mais on sera bien content qu'on fera un autre fil set, notamment sur les checkbox. Et donc, du coup, ça sera pas collé. Maintenant, on va aller chercher nos field set qui sont là. Donc là, ici, je vais récupérer déjà ce sélecteur-là. Et j'ai oublié, je vais récupérer notre petit commentaire. Et ici, on va dire field set. OK. Bon. Alors, pour notre fil set, donc on voit en fait que par défaut, sur le fil set, ici, on a une bordure. Nous, on va la retirer. On va lui dire border none. Voilà, je ne veux pas de bordure sur le fil set. Et donc, du coup, le fil set existe, mais visuellement parlant, il n'a plus de bordure. Ensuite, on va aller neutraliser le padding qu'il y a dans le fil set. Et c'est tout, on va pas faire autre chose. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller manipuler cette classe. C'est-à-dire qu'on va reconstituer notre fil set. C'est une façon de faire. Donc là, ici, je vais aller chercher ma classe field set. On va, pareil, ici, on va tout est engoncé. Donc du coup, on va mettre une gouttière. Donc pour ça, pareil, on passe en display flex. Et ici, on va accéder donc à notre propriété gap, mais par contre par sécurité je vais quand même faire un flex direction en column pour le cas où j'aurai d'autres éléments qui ne soient pas l'un à côté de l'autre, mais qui restent bien l'un en dessous de l'autre. Et au niveau de notre gap, on va mettre 0,75 rem. Alors ici vous allez me dire oui, on voit rien, mais non, mais parce que après il va y avoir d'autres fil sets, et les autres fil sets, il ne faudra pas qu'ils se touchent. D'accord? On le verra juste après quand on fera le fil set pour les checkbox. Voilà. Bon. Donc du coup, je devance un petit peu les choses, mais voilà. On peut écrire plus gros dedans. On va mettre non, même pas, on va pas écrire plus gros dedans, on va faire une gouttière intérieure, un padding, voilà, histoire de faire respirer un petit peu tout ça. Et par contre, histoire de mieux le voir, on va lui donner une couleur de fond, on va lui donner un background color, et le background color qu'on va lui donner sera du F8, F9, FB. Et là, hop, CTRL S, vous voyez, on commence à voir notre truc. Et là, vous avez vu, notre légende, elle chevauche, parce que le fil set, c'est bien le petit filet, la petite bordure qu'on a passé à none. D'accord? Bon. Eh bien ici, ce que l'on va faire, c'est que on va arrondir les bords de notre fil set. Donc là, ici, juste la petite propriété border à radius, et on va la passer à 10 pixels. Voilà, ça c'est toujours intéressant de casser comme ça les bords, voilà, parce que c'est à l'œil, c'est plus intéressant d'avoir un border radius, un arrondi sur les bords. Et on va reconstituer nous-mêmes
notre bordure. Donc on va faire une bordure de 1 pixel solide. Et en termes de couleur, on va dire E5, E7, EB. CTRL S et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas mal. Bon, alors maintenant, on va passer à la légende. La légende qui est là. Alors, je vais... pourquoi pas, je peux dire que c'est la légende... Je peux faire ça si je veux, pour le cas où. Je peux dire, je vais chercher la légende qui est enfant de Filset Group. Ok. Alors pour la légende, CTRL S, voilà. Alors ça, c'est bien connu des développeurs un peu avancés quand même. C'est que, en fait, il peut y avoir un problème avec la légende sur une interprétation. Ça a toujours été comme ça, sur une interprétation de navigateur. Des fois, ça va partir en sucette et on n'arrive pas à la maîtriser. Alors moi, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de pouvoir maîtriser cette légende. Cette astuce est d'aller chercher la propriété float, de la passer à left. Alors attention, donc si on fait un float left, vous voyez, là du coup, elle a perdu en fait son emplacement. Parce que quelque part, elle est plus réellement dans le flux de notre HTML en faisant ça. Et de manière à ce que tout ça là ne vienne pas, pareil, selon une interprétation de navigateur, chevaucher en fait notre légende puisqu'elle est sortie du flux quelque part, eh bien on va lui donner un width à 100%. Donc on va lui dire, tu vas occuper 100% de l'espace qui t'est alloué. Alors vous allez me dire, ça change rien. Non, parce que Chrome il prend ça en compte. Et peut-être d'autres navigateurs, surtout les mobiles, je ne sais pas. Donc ça c'est un truc qu'on fait depuis toujours. Et ça, c'est important de le faire. Bon, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est manipuler un petit peu la légende en lui donnant un font size de font size de 0,8 rem. Voilà, CTRL S, un petit peu plus petit. Hop, je vais faire comme ça, qu'on le voit mieux. On peut lui modifier son empattement en faisant un font weight à 600 et modifier sa couleur. Et pour sa couleur, on va faire du 444, CTRL S. Voilà notre filset. Ok. Si on va mettre peut-être un padding bottom, donc une marge intérieure basse de 0,5 rem, CTRL S, et du coup on va tracer un petit trait, voilà, histoire de que ce soit joli quoi. Donc on va dire border bottom, voilà, on va tracer un petit trait en dessous de 1 pixel solide, et en termes de couleur on va dire E5, E7, EB. CTRL S, et voilà. Donc ça fait son petit effet. Bon. Alors, une chose. Parce que c'est pas fini. En fait, pour ce combo qu'on a fait là, d'accord, ça s'appelle un combo, le float left et le width 100. Bien, pour que ce soit absolument parfait, il faut qu'on prenne le sélecteur parent, donc field set group. D'accord, c'est le sélecteur parent de légende, on est bien d'accord. Et on va aller lui adjoindre le pseudo élément after. Et à ce moment-là, alors attention, qui dit pseudo élément after before dit nécessairement la propriété constante, même si elle sert à rien, il faut la déclarer, sinon ça marche pas. Et là, on lui dit tout simplement display bloc, ça fait partie du combo, hein, c'est tout. Et clear boss, et voilà. Et là, ici, on a réglé le problème éventuel qu'on aurait pu avoir ici avec notre légende. C'est un petit plus, vous le verrez rarement ce que je viens de décrire. Mais bon, si vous ne le mettez pas, vous ne le mettez pas. Si vous regardez dans Chrome, il n'y aura pas d'incidence. Peut-être que dans d'autres navigateurs, il peut y avoir des incidences. Maintenant, peu importe. Bon, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse ici, le bouton radio. D'accord? Donc là, on y va. On va aller rechercher ici, hop, un petit commentaire, et on va s'intéresser
au bouton radio. Ok. On va aller chercher, cette boîte-là. Donc là, c'est la suite. On a fait le fil 7, on a fait la légende, et maintenant, on va aller chercher la classe Choice. Alors, elle contient... Ah, pardon, j'ai oublié le point. Voilà. On va regarder ce qu'elle contient, cette boîte. D'accord ? Cette boîte contient toutes les boîtes, voilà, qui ont les boutons radio. D'accord ? Il y en a 3. C'est Choice sans S. Donc, on va les manipuler, celle-là. Vous voyez que là, ici, on va pouvoir comme ça gapper. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit on va gapper. Donc, du coup, on va en faire un conteneur à qui on va donner le display flex. Après, on va aller chercher la propriété. Alors, CTRL S, automatiquement, c'est l'un à côté de l'autre. On va aller chercher la propriété flex direction. On va les remettre l'un en dessous de l'autre. Et là, on va pouvoir créer une petite gouttière de 0,5 rem. Voilà, histoire que ça se dissocie un petit peu. Bon, ça c'est vu. Maintenant, intéressons-nous aux enfants, c'est-à-dire en fait aux boîtes div qui ont la classe Choice sans S. Voilà. Bon. Donc elles contiennent le bouton radio et son label, tout simplement. Donc là, on va aller les manipuler. On va les passer en display flex, tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, ce qui va être intéressant, alors, ça sera de pouvoir les aligner ici verticalement. Donc du coup, on accède à la propriété Align Items et on va dire Center. Et là, ici, comme ça sera toujours bien aligné verticalement. Et puis c'est tout pour l'instant. Si on va faire un gap, pardon. Je vais faire un gap de 0,6 rem quand même, histoire d'éloigner un petit peu, voilà, que ça soit mieux. Maintenant, on va pouvoir passer, à la légende. Au label qui est là. Donc là, ici, on part de la boîte qui a la classe Choice et on va chercher le label. Donc on va aller manipuler nos labels. On va dire qu'ils vont avoir un font size de 0,9 rem. CTRL S, ils sont un peu plus petits. Et par contre, ce qui pourrait être sympa, parce que eux, comme c'est des labels, si je clique dessus, ça check. Ce qui serait sympa, c'est de modifier le pointeur de la souris en lui disant curseur pointeur. CTRL S. Et comme ça, tout de suite, voilà, comme ça c'est mieux, parce qu'on sait que si on clique dessus, il se passe quelque chose. Et enfin, on va terminer avec le bouton radio. Pour le capter, on va faire comme sélecteur, on va aller récupérer le input qui a un attribut type qui est égal à radio. Ok, donc ça c'est vu. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? On va redéfinir les tailles, donc on va dire width 18 pixels et donc height 18 pixels. Alors ça n'a pas marché, je me doutais, donc je recommence. Height 18 pixels, CTRL S, voilà, donc là c'est beaucoup plus gros. Bon, pareil, ici on va faire aussi un curseur pointeur, comme on a fait sur le label, voilà. Ok, ça c'est vu. Une chose qu'on peut faire également, comme on est sous l'influence des Flexbox, rien ne nous empêche, c'est pas obligé, mais ça peut quand même servir. On peut faire un flex shrink à 0. On se souvient, j'en avais déjà parlé. C'est-à-dire que si jamais il y avait réduction, l'idée c'est que le bouton radio ne fera jamais moins de 18 pixels. Et là, on est tranquille. Sinon, ça pourrait devenir un timbre poste plus petit encore et ça deviendrait compliqué à checker. Et enfin, un petit truc sympa, on pourrait modifier la couleur des boutons radio. Et pour ça, on a une propriété qui s'appelle Accent Color. Voilà. Et la couleur qu'on va lui donner sera 185 FA5. CTRL S. Et là, ici, voilà, ça nous permet ici d'avoir modifié un petit peu la couleur de notre bouton radio. Bon, avant de passer au JavaScript, pour pouvoir voir comment on est capable de pouvoir capter les données issues
ici de nos boutons radio, bien il va nous falloir un button. Et ben c'est parti, on va mettre en place un button. Alors, il y a 2 T, voilà. Et nous donc ce qui nous intéressera, c'est un type submit. Et ici on va dire voir les valeurs dans la console. Ok, on va faire un CTRL S et voilà notre joli bouton. Alors maintenant, un petit tour en CSS, histoire de rendre ça joli. Bah pareil, on va récupérer le petit commentaire qui est là et on va dire, bah tiens, on va s'intéresser maintenant au bouton. Voilà, donc là c'est parti, on va aller chercher notre sélecteur button. On va écrire dedans en blanc. Voilà, et on va faire une couleur de fond dans les couleurs bleues, donc celle qu'on utilise 185 FA 5, voilà qui est bon. Alors maintenant on va retirer la bordure, on va aller dire border none, je ne veux pas de bordure sur le button. On va faire un petit padding de 0,75 rem histoire que ça respire un petit peu, et ici on va faire également un border radius. Voilà, je vais me mettre là par exemple border radius et on va mettre par exemple 7 pixels histoire d'arrondir un petit peu les bords. Bon, maintenant ah bah si, là un curseur pointeur, lorsque le pointeur de la souris va passer sur le button, voilà, c'est quand même mieux de transformer le pointeur histoire de voir un peu que c'est cliquable. D'ailleurs je vais peut-être écrire un peu plus gros là-dedans, on va faire un font size de 1 rem par exemple, CTRL S, voilà, c'est écrit plus gros sur le button. On fait donc un effet de hover lorsque le pointeur de la souris va passer sur le button, donc on lui associe une pseudo-classe hover. On va modifier le background color et on va faire un 06447C. CTRL S, voilà, et puis bah pareil, on va faire une petite transition histoire que ce soit moins sec. Donc on va aller chercher la propriété transition et on va dire que pour changer le background color, ça mettra 0,2 secondes, et voilà, là déjà c'est plus agréable. Et puis comme on a fait depuis le début, je vais continuer. On lui donne la pseudo-classe active, et lorsque le button est actif, eh bien on va aller chercher la propriété transform et on va faire une mise à l'échelle scale de 0,99. Bon, j'appuie pas tout de suite dessus puisque on sait très bien que ça va nous planter notre serveur. Alors maintenant, place au JavaScript. Donc là, protagoniste. Je vais mettre un petit commentaire et on va dire protagoniste. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le formulaire. Donc là, ici, on va faire une constante qu'on va appeler form et qui va être égale à document.query selector. Quel sélecteur va nous intéresser? Le sélecteur form. Allez, ça c'est vu. Là, on l'a. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter on va écouter la soumission du formulaire. Donc on va faire un form.add_event_listener et on écoute la soumission, le submit, et ensuite on met en place une petite fonction anonyme ou une fonction fléchée pour dire ce qui va se passer. Là on met un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. On passe un paramètre E de manière à pouvoir faire un E.prevent default, c'est-à-dire de tuer le comportement par défaut du formulaire. Et là, automatiquement, je vais pouvoir appuyer là-dessus sans que, voilà, on plante notre page. Bon, ça déjà c'est pas mal, mais j'ai pas fait ça que pour ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir capter justement les informations, quel bouton radio aura été checké par l'utilisateur. Donc là du coup ici on va faire une petite variable qu'on va appeler data qui va être égale à new form data. Donc là on va aller instancier notre objet form data et en paramètre on lui dit quel formulaire on va aller chercher. Donc nous c'est notre formulaire form qui est là. Bon, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écrire dans la console. On va faire, hop là, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais un petit peu mal tapé le truc. Je veux dire qu'on va faire plutôt un console log. Et là, ici, on va écrire niveau de points. Et puis, là, derrière, espace. Et on va aller écrire
on va aller écrire la valeur. On va aller écrire la valeur donc de data. D'accord, donc ça c'est la variable d'instance, et on va aller chercher notre petite méthode get, et on va lui dire, c'est pour ça qu'il était important que tous les names aient la valeur niveau, puisque du coup ça va nous permettre de savoir quel name niveau a été checké par l'utilisateur via get. Normalement c'est bon, normalement ça doit fonctionner, on va tester, hein. Donc on va faire un clic droit, on va dire inspecter la console. Voilà, donc là ici on n'a rien. Je vais checker par exemple avancé, je vais appuyer là-dessus et il me dit que c'est un niveau avancé. Maintenant je vais checker le niveau débutant. Donc j'appuie là-dessus, il me dit le niveau est débutant. Donc voilà comment on est capable ici de pouvoir tranquillement récupérer en JavaScript les valeurs, ou la valeur plutôt, choisie par un utilisateur. Allez, on poursuit. Donc maintenant, on va avoir les cases à cocher. Contrairement au bouton radio, bien les cases à cocher ont un choix multiple. Petite chose avant, si vous voulez comme ça, quand on arrive sur la page, que un des boutons radio soit checké, bien, il suffit de lui donner un attribut. Alors par exemple, comme j'ai le débutant là, qui est là, ça sera débutant. Et ici, il suffit d'aller chercher l'attribut qui s'appelle checked, checké. Et là, automatiquement, quand on arrive sur la page, on a un bouton radio qui est checké. Voilà, tout simplement. Je vais fermer ici. On va faire un nouveau field set. Voilà. Et alors même, avant de faire le field set, je vais même récupérer le petit commentaire. Voilà, puisque maintenant on va s'attaquer, on a dit, aux cases à cocher, checkbox. Et ça, c'est quoi? C'est choix multiple. Donc ça veut dire qu'on peut checker plusieurs cases. Là ici, je vais mettre fin de field set. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une légende, c'est ce qu'on avait vu. Alors tout va se mettre en forme automatiquement, puisqu'on a déjà fait notre CSS, donc c'est plutôt sympa. Et ici, je vais poser une question, sujet qui vous intéresse. Ok. Et proposition, donc là, on va refaire comme on a fait tout à l'heure. J'avais fait une boîte div qui contenait tous les choix. On va faire pareil. On va faire une boîte div qui contient tous les choix. Donc la première, choice, sans S. Et c'est notre première case à cocher. Alors pour une case à cocher, c'est un input de type checkbox. Voilà, c'est fait. CTRL S. Et là, regardez, on a une case à cocher. Bien. Pareil, on va mettre les attributs l'un en dessous de l'autre, comme on a fait avec les boutons radio, de manière à ce que ce soit voilà, de manière à ce que ce soit plus accessible. Bon, le label, on va mettre le label tout de suite. Je le mets après, comme on a fait avec les boutons radio, label fort. Alors ici, le choix, je vais dire par exemple sujet HTML. Donc là ici, je vais mettre en label, par exemple, sujet-HTML. CTRL S. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? L'ID, on lui dit sujet HTML. Mais le name aussi. C'est pas un bouton radio. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre également? Ici, je peux ajouter la value, puisqu'il va falloir quand même savoir ce qui est checké. Donc ici, ça sera la valeur HTML. Ici, on est bon, normalement. Donc là, si j'appuie là-dessus, pouf, voilà. Vous avez vu, hein, on récupère les... Alors là, ici, il faudra qu'on voit en CSS. Ici, j'ai le curseur pointeur. Ici, je ne l'ai pas. Donc, il faudra qu'on le rajoute. Ok, donc là, c'est bon. Ça, c'est le premier choix. Donc, on va prendre le premier choix. On va le dupliquer. Autre sujet demandé,
CSS. Donc là, du coup, label for sujet CSS, le name sujet CSS, l'ID sujet CSS et la value CSS. CTRL S et automatiquement, là, la différence, tac, tac. Je peux checker les deux. C'est ça qui est intéressant. Bon, après, je peux en faire autant que je veux. Hein. Ben, je vais continuer. Je vais faire JS, par exemple. Hop. Voilà. Donc, nouveau sujet JavaScript, le JS. Donc, sujet-JS. Name, pareil. Et puis, l'ID, la même chose. Et enfin, la value, parce qu'il faut qu'on reçoive la bonne value. Ça sera JS. Et voilà. Et si je veux en rajouter un quatrième, puisque j'ai envie d'en rajouter un quatrième, il n'y a pas de limite en fait, hein, d'accord. Ici par exemple, je vais dire accessibilité. Accessibilité. Ça c'est vraiment un sujet qui est important. Et donc là ici, je vais écrire sujet accessibilité. Voilà. Et ça, ça sera pareil. Ça sera ici la value, ça sera ici l'ID et ça sera ici le name, CTRL S. Et voilà, donc là ici, on peut checker n'importe lequel que l'on veut. Et de la même façon, si on a envie que quand on arrive, on en ait un qui soit checké n'importe lequel, je vais prendre le JS par exemple, voilà, et bien on lui donne, comme pour le bouton radio, l'attribut checked. Et donc du coup, quand on arrive, automatiquement, on a une valeur qui est checkée. Alors, en principe, on fait pas sur un bouton radio. C'est rare qu'on check. Donc, je vais montrer comment on pouvait. Mais en principe, non, on laisse le choix aux gens de checker. Par contre, pour un bouton radio, oui. Pour un bouton radio, en général, oui, on en check un par défaut. Mais pour les cases à cocher, non. Donc tout de suite, on va aller faire un petit tour en CSS, puisque là ici j'aimerais transformer le pointeur de ma souris sur les cases à cocher, mais comme on l'a déjà fait en fait sur les boutons radio ici, alors ce que je vais faire ici, j'ai mes radio et checkbox. Voilà. Et donc ici, on va lui rajouter, alors je suis où? Je suis là. Ici, voilà. On va lui rajouter un nouveau sélecteur, on va dire le input qui a, lui, le type checkbox. Check. Alors attention que je ne me trompe pas, qui a le type checkbox. OK. Et là, normalement, automatiquement, voilà, ici, on peut modifier le pointeur de notre souris. Alors maintenant, JavaScript, parce que là, du coup, ce serait sympa qu'on puisse récupérer lesquels ont été checkés. Donc on y va. Alors ici, je vais mettre un petit commentaire. Ça, c'était bouton radio, voilà, radio. Et ici, on va faire les cases à cocher. Donc pareil, je vais écrire cases à cocher. OK. Donc là, alors, on va créer une variable, une constante qu'on va appeler sujet et qui sera un tableau. Et c'est le tableau qui va reprendre l'intégralité des sujets que nous on a mis. D'accord? Ici, j'avais mis sujet HTML, après sujet CSS, etc. Donc, je vais les récupérer un par un. Donc, j'ai sujet HTML, après j'aurai sujet, alors je sais plus dans l'ordre, c'était CSS et après JS, voilà. Donc, sujet CSS, après j'ai sujet JS et le dernier c'est sujet accessibilité. Je vais le copier celui-là pour pas me tromper, pas faire d'erreur. Et donc là, ici, on les a tous, ce qui va nous permettre de pouvoir faire un filtrage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on valide un formulaire qui contient des cases à cocher, une case à cocher qui n'est pas cochée et retourner nul. Donc du coup, nous, ça va nous permettre de pouvoir savoir laquelle est nulle, laquelle n'est pas nulle. Et donc du coup, en faisant un filtre, on va retourner un tableau qui va reprendre toutes les valeurs qui sont pas nulles. Vous allez voir. Donc là, ici, je refais une petite variable, une constante, et on va l'appeler sujet coché. Voilà. Alors ça va être égal à une petite fonction qui s'appelle filter. Et donc là, ici, on va lui dire, tu me filtres ce tableau qu'on vient de déclarer.
Donc là, ici, on va aller chercher une fonction filter. Ok. Donc donc là, du coup, ça va aller, cette variable va aller filtrer le tableau sujet. D'accord? C'est sujet.filter, c'est-à-dire vient filtrer le tableau sujet. Et ensuite, tu me retourneras un nouveau tableau qui va contenir les conditions que je vais t'énoncer. Donc là, déjà, tu me retourneras en clé un nom, c'est moi qui le définis, d'accord? Et donc, tu vas me récupérer les valeurs cochées par l'utilisateur. Et ça, on sait comment on fait. On a ici, là, on l'a instancié, d'accord? Il est là, donc il existe. D'ailleurs, je suis en train de voir, attention, ça va pas marcher comment j'ai fait, excusez-moi. Je vais couper ça et je vais rester à l'intérieur de mon événement submit, parce que sinon ça marchera pas. Voilà, ok, on est dans l'événement submit. Et d'ailleurs, pour bien faire les choses, bouton radio, je vais me mettre plutôt comme ça, ici, voilà. Donc là, ici, notre data, donc notre forme data, ici on avait fait data.get pour récupérer les valeurs, ben là ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que là on va faire un data.get et nous on va récupérer les noms. Et on va comparer si ces noms, donc ça vient de là, si ces noms ne sont pas nuls. Et là, donc, ça va nous retourner une valeur. Donc là, ici, je vais faire un console.log. Voilà. Et là, ça va console.log. Et on va lui dire sujet coché. 2 points. Espace. Et là, on va récupérer la valeur de cette variable. Et comme cette variable est devenue un tableau, bah, s'il y en a plusieurs, je vais les avoir tous. Allez, on va vérifier ça. Donc, je vais agrandir. On va dire inspecter la console. Voilà. On va cliquer sur HTML, CSS. On va appuyer sur le bouton et sujet coché. Sujet HTML, sujet CSS. D'accord? Donc là, il a bien été récupéré les valeurs qu'il a comparées en fait, et pour pouvoir les afficher. Donc voilà comment on est capable. Et là, il me dit 2, donc il me dit c'est un tableau, parce que vous voyez, il y a les crochets, il y a tout, et donc on a bien l'index 0, l'index 1 avec des codes puisqu'il s'agit de chaîne de caractères. Donc voilà ici comment on est capable, nous, voilà, de pouvoir récupérer un tableau qui a une length, longueur de 2. Allez, donc on a fait les boutons radio, on a fait les cases à cocher. Ben maintenant, on va faire une liste déroulante. Donc là, ici, pareil, on y va, un petit commentaire. Donc là, ici, on va dire menu déroulant. Alors, on va pas faire de field set puisque sémantiquement parlant, ça n'a pas d'intérêt. On va faire une boîte div à qui on va donner la classe forme groupe et on viendra, alors attention parce que j'ai vu que j'avais le camlock qui était mis, donc je recommence, et donc on viendra déclarer cette classe en CSS un petit peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ça change pas, il nous faut un label puisqu'il faut qu'on le mette en relation avec notre menu déroulant. Alors ici, je vais l'appeler pays puisque je vais demander aux gens de choisir un pays tout simplement. Donc là, ici, pour l'instant, il n'y a que le label, voilà, pays. Pour mettre en place un menu déroulant, on a une paire de balises qui s'appelle select. Voilà. Et c'est elle qui va contenir différentes options, donc c'est-à-dire ce que l'on verra dans le menu déroulant. Vous voyez, là, c'est le menu déroulant et il nous manque juste les options. Alors avant, évidemment, on va le mettre en relation, hop là, on va le mettre en relation avec le label. Donc l'ID, on le met API et on peut mettre le name API. Alors maintenant, j'ai dit option. Option, c'est ça qu'on va voir dans le menu déroulant. Alors je vais faire une première option. Donc là, ça c'est là ici, là son attribut value, ça on en a besoin parce que nous on va la récupérer de l'autre côté, par exemple en JavaScript. Ici, je vais dire choisissez votre pays. Donc là, voilà.
Donc du coup, voilà, on a le vrai menu déroulant. Alors ici, par contre, sous-entendu que choisissez votre pays n'a pas d'intérêt en soi. Donc nous, du coup, on n'a pas vraiment besoin, je vais agrandir ça, on n'a pas vraiment besoin que, il faudrait pas que l'utilisateur il choisisse ça, parce que sa value, elle sera 0. Alors regardez, je vais le dupliquer, je vais écrire un pays. Je vais écrire le pays France. Et donc en value, je vais mettre FR. Et là, on comprend que techniquement, quand moi, je vais récupérer, ou quand nous, on va récupérer le contenu du menu déroulant, qu'on va le récupérer en JavaScript, si le gars il a choisi France, la value, on va récupérer FR. Par contre, s'il a rien choisi, la value, elle est à vide. Alors après, on peut faire un programme pour le vérifier, pour vérifier si la value, elle est à vide ou pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est le désactiver. Et pour le désactiver, on a à notre disposition donc l'attribut disabled. Et là, c'est pas actif. Vous voyez? Là, du coup, choisissez votre pays, mais on l'a pas. Ça peut être fait, ça peut être pas fait. Mais du coup, quand on fait ça, on voit en fait. Choisissez votre pays. À voir. Bien. Après, du coup, je peux en faire un autre. Si je veux, je peux faire Belgique. Et puis Suisse. Voilà. Alors par contre, on va changer les values parce que sinon, évidemment, on aura toujours FR. Alors là, on va dire BE et ici, on va dire CH. Une petite chose aussi, si je veux, justement, là, le truc, c'est que, du coup, alors, j'ai pas fait CTRL S. Voilà, j'ai pas fait CTRL S. Donc là, voilà, on a Belgique et Suisse. Alors du coup, vous allez me dire, c'est un peu dommage parce qu'on voit pas choisissez votre pays en premier. Ça, c'est vrai puisque je l'ai désactivé. Par contre, à ce moment-là, on peut dire, toi, tu seras selected, tu seras sélectionné. Regardez. Donc là, ici, je vais donner l'attribut selected. Je vais faire CTRL S. Et là, quand j'arrive, j'ai choisissez votre pays. Sauf que je peux pas le checker. Je peux pas le choisir. Voilà. Bon. Alors, ça n'empêche pas que si le gars, il laisse comme ça, j'aurai pas la value. Donc après, il faut faire des contrôles plus poussés avec des conditions, etc. Mais je rentre pas dans cette ligne de compte. Bon, là, ici, c'est fait pour notre HTML. Donc là, maintenant, on passe à la mise en forme CSS. Allez, donc là, maintenant, on va se mettre ça en forme. Donc là, on va déjà créer notre CSS pour la classe forme groupe. Donc, on va descendre. Alors, je vais mettre peut-être même avant le button. Donc là, du coup, on va dupliquer. Alors, c'est pas bon. Je voulais dupliquer le commentaire. Alors, il y a des fois, j'y arrive plus parce que je le fais machinalement. Et puis, là, non, j'y arrive pas. Ça, c'est embêtant. Ça y est, j'y suis arrivé. J'ai dit quoi? J'ai dit forme groupe. Forme groupe. Ok. Donc, on va aller chercher la classe forme groupe. Je vais réduire peut-être un petit peu ici de manière à ce que l'on qu'on voit un petit peu ce qu'on est en train de faire. Bon. Donc, c'est là-dedans. Donc là, ici, moi, ce que je voudrais plutôt, c'est que pays soit écrit au-dessus du menu déroulant. Donc du coup, on va faire de notre conteneur, donc forme groupe, un conteneur à qui nous allons donner le display flex. Donc là, ils restent l'un à côté de l'autre, on est bien d'accord. Et puis ils sont collés, voilà. Mais nous, on va les modifier la direction et on va dire column. Et là, automatiquement, pouf, ils sont bien l'un au-dessus de l'autre. Et on va pouvoir gapper, donc faire un gap, donc une gouttière de 0,4 rem. Donc là, déjà, pouf, c'est un petit peu plus en forme, c'est mieux. Bon, et puis du coup, vous avez vu que le menu déroulant, il occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. C'est le côté stretch des Flexbox. Si vous n'êtes pas bon en Flexbox, allez-y, j'ai plein de tutos. Vous allez sur mon site, vous allez en trouver. Montez en compétences. Donc,
le label qui est là. Alors moi je vais aller chercher le label qui est enfant de forme groupe. Donc on y va, on part de forme groupe et on va chercher donc le label. On va lui dire font size 08 rem, voilà, que ça soit écrit plus petit. On va peut-être modifier son empattement en le passant à 500 et au niveau de sa couleur, on va faire moins prononcé et on va dire 4, alors il me manque un 4, 444, voilà pour la couleur du pays. Non, il n'en veut pas, qu'est-ce qui se passe? CTRL S, voilà, c'est mieux. Bon, maintenant, on passe au menu déroulant, en lui-même. Donc là, du coup, pareil, hop, on va refaire un petit commentaire et on va dire, là, ici, on va s'occuper du Select, le menu déroulant Select. C'est comme ça qu'on va pouvoir le capter. Alors, on peut faire quelques petites choses avec ce menu déroulant. Déjà, on peut, parce que là c'est complètement engoncé, on peut faire respirer tout ça avec une marge intérieure. Donc on va dire haut et bas 0,6 rem et sur les côtés 0,8 rem. Et là tout de suite on a un menu déroulant qui devient un petit peu plus moderne. On peut aussi modifier la couleur de sa bordure. Il suffit d'aller chercher la propriété border, de lui dire je voudrais une bordure de 1 pixel solide et qui est D1, D5 et DB en couleur, CTRL S, et voilà, donc là tout de suite ça fait plus moderne. On peut également aller chercher notre propriété border radius et arrondir les angles par exemple de 7 pixels. Bien, on peut aussi, voilà, modifier le pointeur de la souris, ça mange pas de pain et je pense que c'est mieux. Donc curseur pointeur, voilà, comme ça on voit tout de suite, voilà, qu'on peut bien sélectionner le menu déroulant. Ça peut être intéressant. Ensuite, lorsque, vous voyez, quand il a le focus, le truc, voilà, là ici, il a un outline, alors on pourrait essayer de le manipuler, c'est-à-dire que là ici, on va chercher le menu déroulant, Select, et on va lui associer la pseudo-classe Focus. Et là, ici, on va y chercher la propriété Outline et je lui dis None. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Voilà. Là, vous voyez que là, ici, on n'a plus de liseré noir. Par contre, je peux en créer une. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Et à ce moment-là, ici, on peut lui dire Border Color. On va aller chercher celle-là, voilà, donc 185 FA machin, voilà, et donc du coup voilà ce que ça donne. Et si je veux que ça soit harmonieux avec la bordure là, le changement de couleur, je peux faire une transition, voilà, et donc du coup ici je mets border color et je lui dis tu vas mettre 0,2 secondes pour changer ta couleur, et là tout de suite hop, voilà, ça donne une petite... c'est pas grand-chose, hein. Vous avez vu comment ça part? Voilà, tac. C'est pas grand-chose, mais c'est le détail, le souci du détail. Développeur professionnel, développeur amateur. C'est pas la même chose. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, j'aurais peut-être essayé d'aller chercher ça, là, ici. Celui qui est donc... qui est ici, qui est désactivé, donc celui qui a l'attribut, donc l'option qui a l'attribut disabled, c'est ce sélecteur que je veux aller chercher. Comment je peux faire ça? Je peux aller chercher son sélecteur parent qui est select, et ensuite je vais chercher les sélecteurs enfants qui est l'option, et lequel? Eh bien celui qui a pour attribut disabled. Je vais le copier et je vais le mettre ici. Et à ce moment-là, à lui, on peut lui donner une couleur, voilà, et on peut lui dire, toi, tu auras une couleur de B0, B0, B0. Donc c'est juste pour montrer en fait la manipulation qu'on est capable de pouvoir faire. Donc ici, avec notre CSS, c'est bien ça, B0. J'ai l'impression que j'ai un B0 en trop, là, je sais pas, j'ai fait, voilà, ça ira comme ça. Ok, bon, et bien là, voilà, on est nickel. Donc maintenant, l'étape suivante va être ici de vérifier comment on est capable de récupérer les datas en JavaScript. Allez, donc place au JavaScript. Alors déjà, on va mettre un petit commentaire. Voilà. Donc là, ici, il y a 2 lignes de passé, une seule, ça suffira. Donc ici, c'est menu déroulant.
menu déroulant. Comment on va faire? Ça va être relativement simple, puisque là déjà ici on a notre variable d'instance qui fait son forme data, donc on part d'elle, puis après on va aller chercher la méthode get et on va dire qu'est-ce qu'on veut récupérer. Nous on a dit il s'appelle pays, name pays, voilà c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire un console.log, dedans on va écrire pays espace, et après on va aller partir de data, alors j'ai juste mal écrit data.get, et on va aller chercher lequel? Pays, donc l'attribut name pays, et voilà, c'est tout. Et là on va récupérer le pays sélectionné par l'utilisateur. Donc alors je vais agrandir si on veut, ça va mieux. Je vais dire inspecter la console, voilà. Ici on va choisir un pays dans le menu déroulant, je vais prendre la Belgique par exemple, je vais appuyer dessus, pays, BE, c'est fait. Voilà, tout simple. Si je change de pays, je dis je vais choisir la France, hop, pays, FR. Donc voilà comment on est capable de récupérer l'information choisie, information unique choisie dans le menu déroulant. Bien, donc on va refaire un autre menu déroulant, d'accord? Celui-là c'était je vais mettre choix unique, et on va en faire un avec un choix multiple. On va remarquer non, je vais copier le commentaire, et ici je vais dire choix multiple. Donc on va faire encore une boîte div conteneur, donc forme groupe, d'accord, ça va comme ça on récupère directement notre CSS, il est fait. Ensuite ça change rien, on fait un label fort, alors évidemment pas pays, on est d'accord. Donc là ici on va dire par exemple langage maîtrisé, langage oui c'est ça, langage maîtrisé. Donc là ici on va faire label fort langage. Alors je vais mettre un S puisque plusieurs langages peuvent être maîtrisés. Et ensuite on fait notre select comme on a fait là, d'accord? Donc là ici on met en place notre paire de balises select. Alors pareil, je vais mettre name langage et ici l'ID langage. Et ensuite, comme pour les autres, on a des options. Donc là ici on met en place une option. Voilà. Je vais écrire HTML. Donc en value, on va mettre HTML. Je vais le dupliquer. Je vais écrire CSS. Alors c'est pas bon. CSS. Voilà. Ensuite, on va dire JS. On va écrire JS. JS. Voilà. Et puis on va mettre un quatrième langage qui s'appelle le langage PHP. Ok. Ça, c'est la panoplie du développeur, du vrai développeur. Voilà. Ok. Bon. Donc, du coup, là, techniquement, ça fait exactement le même truc que tout à l'heure. Et je vous ai dit, ben non. Là, ici, c'est un choix multiple. Alors, quand c'est un choix multiple, eh bien, ici, au niveau de notre select, on va lui ajouter un attribut. Et l'attribut qu'on va lui ajouter, c'est multiple. D'accord? Donc là, ça veut dire que techniquement, on est capable de pouvoir récupérer plusieurs. Bon. Vous voyez que là, d'ailleurs, il m'a mis directement les 4 visibles. Ça, normalement, je peux le gérer. Normalement, avec l'attribut size, si par exemple, je voulais qu'il n'y en ait que 2 de visibles, normalement, voilà. Ce qui permet d'avoir 2 et après d'avoir un scroll. Ok? Bon, moi, je voudrais que les 4 soient visibles. Donc, soit je le laisse par défaut, soit je lui dis size 4, peu importe. Voilà, ce qui veut dire que là, je lui dis 4. Là, ici, si jamais il y avait d'autres langages qui arriveraient, eh ben, il suffirait d'appuyer là-dessus pour descendre le scroll. Ok, et d'ailleurs, comment on fait? Comment on fait? Ah oui, parce qu'on fait ça, mais comment on fait pour les choisir? Donc là, du coup, il faut quand même aider la personne. Donc sous le select, on peut mettre un span. On va mettre un span, on va lui donner une classe int. Voilà. Et
on va dire CTRL plus clic pour sélectionner plusieurs options. CTRL S. Voilà. Donc là ici, si j'appuie sur HTML, j'appuie sur ma touche CTRL, j'appuie sur PHP. Voilà comment je suis capable de pouvoir sélectionner plusieurs options. Bon, donc ça c'est vu, reste plus qu'à mettre ça en forme. Bien, donc là, on va juste mettre en forme ce petit truc-là. Donc là, ici, c'est notre span qui a la classe int. Voilà, bon, on y va, on va aller dans notre CSS. On va se mettre ici et on va déclarer ici notre classe int. On va aller dire, tu auras une color. Alors, je vais dire par exemple 888. Et puis un font size, donc j'ai pas envie que ce soit très très grand, donc par exemple 0,65 rem. Et là, voilà, CTRL-clic pour sélectionner plusieurs options. Alors maintenant, comment on fait pour les récupérer? Vous allez voir. On arrive sur notre JavaScript. Donc là, ici, c'était menu déroulant. J'avais dit choix simple ou, excusez-moi, j'ai oublié ce que j'ai dit, choix unique. J'ai dit choix unique. Donc là, ici, on va dire choix unique. Voilà. On va reprendre le petit commentaire. On va passer 2 lignes et on va dire choix multiple. OK. Et ensuite, comment on fait? Ben, regardez, console.log. Voilà. Ici, je vais écrire langage, 2 points espace. On va aller chercher notre variable d'instance data. Il faut mettre une virgule par contre. Et ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle getAll. Et elle va prendre tous les langages. Voilà. Et là, normalement, on devrait récupérer sans problème les langages qui auront été choisis par l'utilisateur. On va aller voir ça. On va inspecter la console. Alors, allons-y. On va choisir le langage CSS et le langage PHP. C'est les 2 seuls langages que je connais. OK, d'accord. Et on appuie là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, getAll nous retourne un tableau. Donc, un tableau avec 2 éléments. L'élément CSS, l'élément PHP, d'où ils viennent, des attributs values. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. On vient de refaire, donc de voir là encore des nouveaux composants des formulaires. Donc là, vous savez tout sur cela. Donc tuto terminé, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures.